Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de participer à cette édition de Women Tech Makers à Montréal et de partager avec vous notre tour d'expérience sur la mise en production de projets de data science and machine learning à l'échelle, donc c'est-à-dire dans un environnement big data. Mais avant tout cela, laissez-moi nous présenter. Marie, qui est data scientist au sein de l'équipe Data Ops à Ubisoft Connect. Marie a un background de génie informatique avec une spécialisation en data science. Elle travaille notamment sur des sujets de systèmes de recommandation et aussi la mise à l'échelle d'algorithmes de machine learning et data science dans un environnement big data pour plusieurs millions de joueurs. Quant à moi, je suis data scientist et responsable de l'équipe Data Ops au sein de Ubisoft Connect. Et j'ai rejoint Ubisoft en 2019. Et avant Ubisoft, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et des startups dans différents domaines de la data. Voici le plan de notre présentation qui s'articule en deux grandes parties. La première partie, je vais vous parler un peu de la théorie d'un projet de data science, ce qu'on voit en théorie versus la réalité, qui, comme je pense, vous l'avez deviné, ne se passe jamais comme prévu. Ainsi, les différents pièges et, euh, et aussi les différents best practices qu'on a constatés dans les différentes parties d'un projet de data science. Et dans la deuxième partie, Marie va vous présenter de manière plus concrète sur un cas sur lequel on a travaillé ces étapes de production et qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir mettre un projet en production. Et puis la troisième partie, nous conclurons cette présentation en rappelant les points importants. Voilà, sur cette illustration que j'aime beaucoup et qui en fait résume un peu la vie d'un projet de data science, on peut voir un peu que tout commence par une définition de besoin, que ça peut venir du business, ça peut venir des gens du marketing, ça peut venir des productions de jeux, dans le cas de Ubisoft par exemple. S'en vient alors comment répondre à cette question, comment répondre à cette sollicitation avec l'aide de la data. Et donc là, le rôle dans la première étape de ce projet, d'un projet data science, c'est, comme son nom l'indique, c'est la data. Donc où est ma data? Est-ce que j'ai les accès? Où la chercher? Une fois qu'en plus on a la data, il faut la comprendre, la nettoyer, comme on dit, pour pouvoir ensuite faire les analyses adéquates dessus, voir si cette data elle est pertinente. S'ensuit après l'étape de data modeling, donc tout ce qui est modélisation de cette data-là, et jusqu'au déploiement, c'est-à-dire une fois qu'on a notre modèle, on veut le déployer pour que il puisse servir tous les jours ces résultats aux utilisateurs, aux gens qui ont commandité, on va dire, ce projet, pour que tous les jours ils aient ces résultats-là. Beaucoup de projets de data se terminent dans l'étape data exploration et data analysis avec un rendu qui peut être une présentation, un PowerPoint, etc. Nous, dans notre cas, on va aller jusqu'au déploiement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres facteurs qu'il faut vraiment prendre en compte quand on veut mettre un projet en production et pas s'arrêter juste à l'étape de data exploration. Maintenant, je vous invite à ce qu'on regarde ensemble ces différentes étapes avec un peu notre retour là-dessus. Donc, comme je disais, la première chose dans un premier data, c'est de répondre à une question, à une sollicitation des gens qui ne sont pas forcément, qui sont pas dans l'équipe de data science, de data, mais qui ont besoin de vous pour demander, pour que vous puissiez les aider pour anticiper des choses et par exemple ces questions-là peuvent être comment je peux prédire le nombre de gens qui vont se désabonner de mon application, comment je peux prédire par exemple
la consommation d'électricité de certains quartiers. Comment je peux classifier mes clients dans différentes catégories pour leur faire des recommandations plus pertinentes? Comment je peux recommander certains produits en fonction d'autres? Tout ça, c'est des questions qu'on peut répondre avec la data. Ce qui est important à retenir, c'est que une fois que vous savez à la question à laquelle vous devez répondre, il faut que dans tout vos process de vos réflexions, de votre modélisation, il faut absolument impliquer le commanditaire de ce projet pour lui faire des feedbacks réguliers et pour être sûr que vous allez bien dans la bonne direction de ce qu'il attend. C'est ce qu'on appelle en fait les connaissances métiers que vous, en tant que data scientist, on n'a pas forcément. On est là avec des datas, des chiffres, etc. Mais il faut absolument être accroché à une réalité. Et cette réalité-là, cette connaissance métier, c'est des gens qui sont pas qui sont en dehors de votre équipe, qui l'ont, c'est des gens à qui votre étude, votre projet est destiné, et donc c'est pour ça que c'est très important de garder ce lien-là tout au long du cycle de votre projet. Ensuite, une fois que vous savez la question à laquelle vous devez répondre, il s'ensuit de la recherche de la data, qui, dans des grandes entreprises, peut s'avérer assez complexe. Pour ceux qui ont déjà fait des challenges Kaggle, etc., ils savent bien que on leur donne sur un plateau, entre guillemets, un fichier CSV, des images toutes propres, vraiment bien comme il faut. Et, mais en fait, il faut se dire que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et la recherche, l'accès à la data et ensuite la compréhension de celle-ci peut représenter entre 60 et 70% d'un projet data. Donc c'est quelque chose qui est vraiment consommateur de temps et d'efforts. Mais une fois que cette étape est passée, le reste peut se faire de manière plus traditionnelle et plus classique. Mais c'est vraiment cette étape-là qui est spécifique à chaque entreprise. Et qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels, dans les blogs, etc. Donc c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le terrain quand on y est, d'aller chercher sa data, d'avoir accès, de la comprendre, et ensuite de la nettoyer. Dans un projet type Data Science, Big Data, il est important dès le début du projet de réfléchir à l'architecture et à toute la pipeline qui va venir loger tous ces algorithmes en elle, de réfléchir à aux bonnes technologies, etc. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on commence, donc dans notre cas, si on commençait vraiment d'une feuille blanche à bâtir cette architecture, il est très facile de se perdre dans toutes ces technologies qui existent aujourd'hui dans le milieu de la data, du big data. Donc il faut vraiment être focus sur des technologies qui sont accessibles, ne pas complexifier et commencer vraiment par des choses simples, mais de déjà réfléchir de bout en bout à quelles sont les différentes technologies que vous avez besoin pour mettre pour créer votre architecture. On y reviendra, Marie vous expliquera plus en détail cette partie-là, qui est une des parties les plus importantes en fait de votre projet, parce que vous avez beau avoir de beaux modèles qui vont bien fonctionner sur, je sais pas, peut-être 1000 personnes, mais une fois qu'on veut passer à l'échelle, si votre architecture n'est pas optimale, votre projet sera voué à l'échec, puisque si votre but c'est de faire des recommandations, par exemple pour plus de 20 millions de personnes, mais que vous avez un système qui répond à 1000 personnes mais pas à 20 millions, vous devrez absolument revoir votre architecture pour cette problématique-là. Donc une fois que vous avez votre data, une fois que vous avez mis en place votre architecture, donc cette partie-là peut être en parallèle de la réflexion sur l'architecture, c'est tout ce qui est data exploration et analyse. Pour ceux qui ont fait de la data science, ils savent de quoi je parle. On commence tous par un Jupyter Notebook qui en fait a l'intérêt d'être interactif, accessible, on peut analyser nos data, on peut les visualiser, etc. Le problème
c'est que les Jupyter Notebook ont un format assez particulier qui sont difficilement... euh, on peut difficilement les versionner au sein d'un Git. Et aussi, en termes de code review, par exemple, vous avez fait votre Jupyter Notebook, vous avez fait toute une analyse. Comme on peut pas, le versionnement est compliqué sur Git de par son format qui est un format assez particulier, les code review devient difficile. Et l'autre piège où on a tous rencontré, pour ceux qui ont déjà fait de la data, c'est qu'on va se retrouver avec des dossiers avec une quantité astronomique dedans de Jupyter Notebook. Personnellement, j'en parle puisque je sais. J'ai eu des dossiers où même quelques jours après, je me souvenais même plus pourquoi j'ai V1.0, V2.0, V3.0, etc. Je comprenais pas pourquoi j'avais fait autant de versions, mais et voilà. Donc c'est pour ça qu'une fois que vous tenez votre modélisation, vous tenez votre analyse, passez rapidement dans un projet alors que ça soit du Python, du Scala, etc. Passez rapidement dans un projet, mettez ça au propre et surtout versionnez ça sur Git et sollicitez des reviews de vos pairs pour pouvoir avancer sur le code, etc. Puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins du code, donc que c'est comme du software engineering classique. On a besoin d'avoir des reviews, on a besoin de voir ensemble le code. Et ça se fait très bien sur Git, mais il faut rapidement passer dans un projet après l'étape Jupyter Notebook. Alors, la partie modeling aussi, c'est une partie où on a constaté que on peut aussi, pareil, c'est comme l'architecture de la pipeline de données, on peut vite se perdre parce qu'il y a beaucoup de contextes, il y a beaucoup de concepts hype comme le deep learning, l'apprentissage par renforcement, etc. On a envie de les appliquer, on a envie de travailler là-dedans. Malheureusement, si dès le départ dans un projet on commence à faire ça, on peut perdre du temps. Moi, notre conseil là-dessus, c'est de commencer par déjà avoir toute la chaîne qui marche, avec une modélisation simple, mais qui fait la job. Et par exemple, si une simple régression linéaire peut répondre à vos besoins à 70%, eh bien, commencez par cette régression-là, vous pourrez toujours revenir à cette modélisation dans les itérations d'après, puisqu'en fait un projet de data science, c'est un projet qui est itératif et qui est toujours en amélioration constante. Donc là, je l'ai illustré avec cette image-là, je le dis toujours, ça sert à rien de tuer une mouche avec un tank ou un bazooka. Si une tapette à mouche peut faire l'affaire. Bon, c'est pas l'illustration la plus sexy, mais regardez toujours ça en tête, que si une simple modélisation peut répondre à votre besoin, allez-y d'abord. Et après, on a envie d'appliquer des nouveaux concepts, des nouveaux technos, faites-le dans les itérations d'après. Pour l'étape du déploiement, qui est une fois que vous avez votre modélisation, vous avez votre projet, tout est propre, on est tous ok, donc on s'ensuit des étapes, on va dire, un peu classiques du software engineering, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, finalement, la data science, c'est un projet de data science, à la fin, ça devient comme un projet de software engineering classique, et qu'il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Donc après le versionnement sur Git et le code review, il y a toute une partie qu'on appelle aujourd'hui, qui est une nouvelle discipline qui s'appelle le Machine Learning Ops ou le Data Ops, qui est en fait de versionner les modèles, de faire du CI/CD, d'utiliser des conteneurs type Docker, Kubernetes, etc. pour pouvoir déployer vos modèles. Une fois que votre modèle il est déployé, c'est pas fini, au contraire, donc il faut encore monitorer les résultats, regarder les différents jobs, comment elles fonctionnent, est-ce que ça prend trop de temps, si ça prend trop de temps, essayez de comprendre est-ce qu'il n'y a pas un problème dans votre infrastructure, comment vous pourrez améliorer les temps de calcul, quels sont les KPI qu'il faut, les points,
les KPI importants qu'il faut calculer, quelle est la performance, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où en fait c'est comme votre modèle il vit, donc il faut le suivre, il faut le monitorer et là, j'aime bien cette illustration que j'ai toujours dans la tête. C'est comme en fait un jeu. On a tous joué quand on était petit. C'est un jeu d'échelle et de serpent. On pense être à la fin, être arrivé à la fin du jeu, mais en fait, on se tombe sur un serpent et hop, on revient presque à la case départ, ainsi de suite. Le déploiement d'un modèle, quelquefois, c'est comme ça. Alors on vient pas forcément au tout début, mais on peut reprendre des étapes parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois le modèle déployé, que c'était pas forcément comme à ça dont on pensait, puisqu'en fait, encore, je vous parle dans un environnement big data où le modèle il va s'appliquer à des millions d'utilisateurs et il y a des comportements où c'est juste à ce moment-là où on va s'apercevoir qu'il y a des choses à améliorer. Donc voilà, donc je vous ai un peu parlé de la théorie, avec un peu notre retour d'expérience sur ces différents sujets-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie pour vous présenter de manière plus concrète comment, dans notre cas, nous avons mis un modèle de recommandation en production ensemble. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie Degaine et c'est moi qui vais vous présenter notre pipeline de machine learning, de manière un peu plus générale notre pipeline de data science qui actuellement nous permet de mettre des recommandations et prédictions en production et qui vont être servies aux joueurs. Donc tout d'abord, de manière un peu plus générale, on va voir de quoi on a besoin pour pouvoir mettre en place une pipeline de data en production, donc une pipeline de machine learning en production. Donc tout d'abord, on va avoir besoin d'un espace de stockage pour la data. Donc par exemple, je pense à BigQuery pour Google, à S3 pour AWS, etc. Ensuite, on va avoir besoin de ressources de calcul, donc par exemple Hadoop, Yarn, EMR, etc. Et enfin, il va nous falloir un scheduler pour, dans le cas donc, de recommandations et de prédictions qui se font de manière, comme on dit, offline, c'est-à-dire que ces recommandations et ces prédictions vont se mettre à jour toutes les X heures. Il va falloir en fait un scheduler qui va lancer nos jobs. Donc quand on a besoin d'un scheduler, on n'est pas dans une pipeline de streaming où on a des recommandations qui se font en temps réel. Enfin, il nous faut une API pour pouvoir envoyer en fait nos résultats, nos recommandations, nos prédictions de nos algorithmes aux clients, c'est-à-dire qu'ils vont être servis à l'utilisateur et aux joueurs. Donc ça, en fait, c'est un peu le starter pack des pipelines en fait, de machine learning. Et je vais vous présenter un peu plus en détail notre pipeline de machine learning. Alors, pour notre pipeline de production, elle va se subdiviser en différentes étapes. Donc la première étape va être les sources de données. Donc les données vont être lues, donc elles vont être lues au niveau de nos jobs et ensuite les transformations qu'on a à faire et le training au niveau de nos algorithmes vont se faire dans les transformers. Tout notre code est situé dans GitLab et grâce au CI/CD de GitLab, on va être capable de générer un jar qui va contenir tous nos jobs et qui va nous permettre en fait de produire nos recommandations. Donc ce jar va être envoyé dans l'Artifactory. Une fois qu'il est dans l'Artifactory, on va pouvoir en fait rouler nos jobs de manière quotidienne grâce à notre scheduler. Donc on va rouler nos jobs de manière daily sur le cluster Hadoop, donc avec nos ressources de calcul. Et nous, dans notre cas, on va écrire nos résultats de prédiction, de recommandation dans la même en fait base de données que là où on a lu que nos données d'entrée. Mais ça pourrait être très bien une autre base de données. Donc une fois que nos résultats de recommandation et de prédiction sont faits, on va, grâce au scheduler, encore une fois, envoyer nos résultats à l'API. Et une fois que c'est dans l'API, c'est là où le client en fait, va pouvoir récupérer ses recommandations et les présenter aux joueurs.
Donc là, nous, c'est une architecture qu'on a fait en Spark Scala. Pourquoi on a fait le choix de le faire en Spark Scala? C'est parce qu'on est dans un contexte vraiment de big data, donc c'est-à-dire que, comme je vais vous le présenter un peu plus tard, on produit plusieurs milliards de recommandations à chaque jour pour plusieurs millions de joueurs. Donc il nous fallait vraiment une pipeline qui était rapide et efficace, d'où le choix de Spark Scala. Donc maintenant, un de nos premiers mandats, c'était notamment la recommandation d'amis. Puis je voulais vous présenter le premier algorithme en fait qu'on a mis en production au cours des 6 premiers mois en fait de notre équipe. Donc là, la pipeline que je vous ai montrée juste avant, c'est une pipeline qu'on a mis en place en très peu de temps. Donc on l'a mis en place en 6 mois. Et l'algorithme Friend of Friend était le premier algorithme à être mis en production et à être exposé aux joueurs. Donc c'est un algorithme qui est très simple à comprendre. Il est utilisé par beaucoup d'entreprises, je pense notamment à Facebook. Donc quand on vous recommande des amis, on vous dit, bah voilà, vous avez 4 ou 5 amis, ou 4 ou plus amis en commun. Et bah c'est tout simplement l'algorithme qu'on a fait, qu'on a mis en place. Donc, juste pour revoir rapidement le principe de l'algorithme. Donc, si Iron Man est ami avec Captain America et Iron Man est ami avec Hulk, nous, on va proposer l'amitié entre Hulk et Captain America. Donc, c'est un algorithme qui est basé sur une approche graph qui nous permet en fait de produire beaucoup de recommandations pour beaucoup de joueurs en peu de temps. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'à chaque jour, on produit environ 20 milliards de recommandations pour plus de 20 millions de joueurs, donc de manière daily, donc quotidienne. Au niveau de nos résultats, donc c'est ce que je vous disais, donc juste avant, l'algorithme va produire des recommandations et on va les envoyer à l'API une fois qu'elles sont prêtes. Donc là, c'est l'exemple du front-end, donc c'est l'exemple de notre client en fait au final. Donc c'est ce que va voir le joueur quand il va ouvrir son application, donc les suggestions, et il va voir ses suggestions d'amis avec la raison qui est le nombre d'amis en commun. Au niveau des résultats qu'on a, donc depuis la mise en production du Friend of Friend, on a eu environ 2 millions d'actions d'ajout qui ont été faits sur les suggestions qu'on a produites et on a eu un taux d'acceptation de 40%. Bien sûr, depuis qu'on a mis le Friend of Friend en production, on a développé d'autres algorithmes qui sont venus compléter les recommandations d'amis. Donc notre architecture, on a vraiment voulu qu'elle soit pérenne dans le temps et solide, robuste face aux quantités de data qu'on peut ingérer. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment associé le plus possible aux étapes de software engineering classique. Donc c'est-à-dire que on va avoir un CI/CD. On va avoir des codes review, on a des codes guidelines, on a des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de régression. On fait du versionning et du packaging et on a aussi SonarQube qui nous permet, qui est un outil qui va nous permettre de faire de la détection de bugs, de vulnérabilité, de sécurité, mais aussi qui peut nous dire par exemple si du code a mal été implémenté ou si une fonction a une complexité qui est trop élevée et va nous mettre une petite alerte en nous disant tous les différents problèmes à régler dans le code. Donc on a vraiment voulu se rapprocher le plus possible de ces guidelines en fait, de software engineering pour avoir une pipeline qui était le plus possible pérenne dans le temps et aussi simple à comprendre pour des développeurs et pour des data scientists. Alors je vais venir à la partie de conclusion. En fait, on aimerait que vous reteniez un peu de notre présentation, c'est penser à votre architecture. C'est une architecture qui doit être stable, qui doit être pérenne, qui doit être solide dans le temps. C'est pas parce que vous avez 1 million d'utilisateurs à un instant T quand vous faites votre architecture qu'il ne faut pas penser à une architecture qui sera peut-être un peu plus solide pour plusieurs millions d'utilisateurs.
On vous dira aussi de vous concentrer un peu plus sur certaines technologies. Ça sert à rien de vouloir tester 50 000 frameworks qui viennent de sortir. Focussez-vous sur certaines technologies, des technologies qui sont stables, qui sont solides. Je pense notamment à Spark et Scala, mais PySpark, c'est la même chose. Donc Python, c'est une technologie qui est solide et qui vous permettra de vous concentrer plus sur la qualité de votre code et la qualité des recommandations et des prédictions que vous allez fournir. Commencer avec des modèles simples, comme je vous ai montré juste avant, on a commencé avec un modèle très simple qui nous permettait en fait d'avoir une base de recommandations, et puis ensuite on a graduellement expérimenté des algorithmes qui étaient plus avancés, puis qui demandaient plus de réflexion au niveau du training. Enfin, rester proche des gens business ou de ceux qui vont utiliser vos data. Donc, moi, je pense par exemple à notre cas, par exemple les game designers ou nos analystes, puisque c'est eux qui vont utiliser vos data et il faut que les data fassent du sens pour eux. Donc, c'est important que vous soyez proche d'eux à chaque instant. De votre process de développement, de recommandation et de prédiction, puisque c'est eux qui savent ce qui va plaire à l'utilisateur ou au joueur. Merci beaucoup de nous avoir suivis et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous parler, ça nous fera plaisir d'y répondre.